Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là quelque part derrière cet écran pour cet atelier donc, qui s'appelle Excision, le tabou de la sexualité féminine. Je m'appelle Moïra Sauvage et je représente le réseau Excision Parlons-en qui depuis 2013 a réuni une vingtaine d'associations qui toutes luttent d'une façon ou d'une autre contre les mutilations sexuelles féminines. Cette tradition qui fait tout à fait partie du continuum des violences envers les femmes dans le monde. Alors, vous savez certainement de quoi il s'agit, mais je vais vous le rappeler quand même. Il s'agit dans l'excision de couper le clitoris et ou les lèvres de l'appareil génital, soit des bébés, soit des adolescentes, la plupart du temps dans des conditions d'hygiène assez déplorables, même si en certains endroits dans le monde aujourd'hui, on fait appel à des médecins et ça peut se passer dans des cliniques comme en Égypte ou en Indonésie. Les répercussions sont faciles à deviner, des risques d'hémorragie, des infections, des souffrances, des dangers plus tard lors de l'accouchement, mais on ignore aussi trop souvent les répercussions psychologiques. C'est un véritable traumatisme, cette violence. Alors aujourd'hui, les chiffres sont là. Selon l'UNICEF, 200 millions de femmes, évidemment on dit 200 millions, c'est un chiffre parce que les journalistes aiment les chiffres. Est-ce que c'est un peu plus de 200 millions, un petit peu moins, on ne sait pas, mais bon, au moins 200 millions quand même de femmes dans le monde ont subi cette mutilation. Et on peut ajouter qu'une fillette la subit toutes les 4 minutes. Donc pendant qu'on va faire cet atelier, vous comptez le nombre de fillettes que ça fait. On remarque quand même un certain progrès selon l'ONU. Il y a un petit peu moins de femmes excisées. La proportion de jeunes filles entre 15 ans et 19 ans qui ont été victimes de mutilation est passée de 47% à 34%. Mais cette mutilation existe encore dans une trentaine de pays dans le monde. Alors pour lutter contre ce phénomène, notre réseau, Excision Parlons-en, a fait du plaidoyer auprès des autorités, a été voir les médias, a organisé des événements publics, parce que l'excision existe aussi en France. Elle est totalement interdite, bien sûr, par la loi depuis les années 90, mais des femmes qui ont été excisées dans leur jeunesse vivent aujourd'hui en France et leurs filles sont à risque. C'est pour ça qu'Excision Parlons-en a lancé 3 ans de suite une campagne vis-à-vis des jeunes filles qui sont dans les lycées, dans les collèges, dans les lycées, et qui seraient à risque d'excision parce qu'elles viennent de familles où l'excision, de milieux où l'excision se pratiquait, lorsqu'elles sont envoyées dans la famille d'origine pendant les grandes vacances. Donc, nous avons fait une campagne pendant 3 ans avant les grandes vacances. Et puis, nous avons travaillé aussi sur l'asile pour permettre à des femmes d'obtenir l'asile en France pour la raison d'une peur de l'excision pour leurs filles. Et aujourd'hui, on peut dire que ce sont plus de 5000 fillettes qui sont placées sous la protection de l'OFPRA à ce titre. Alors pour en revenir à l'excision elle-même, ce que cette violence a de particulier, c'est qu'elle est pratiquée par des femmes sur d'autres femmes. Ce sont les femmes qui la perpétuent. Alors si on demande pourquoi, si on leur demande pourquoi, elles avancent la raison d'une obligation religieuse, mais c'est tout à fait à tort. Aucune religion ne la préconise, ni le Coran, ni d'autres. Alors la deuxième raison, c'est la tradition. Ma grand-mère était excisée, ma mère, c'est normal, il faut que j'excise ma fille. Mais moi, j'appelle ça le candidaton. Vous savez, nous aussi, en Occident, nous avions le candidaton qui pesait sur les épaules des femmes pour faire partie des gens qui vous entourent, de la communauté. Mais il y a aussi une autre peur, c'est que les filles ne trouvent pas à se marier si elles ne sont pas excisées. Et c'est là qu'on atteint la véritable raison, le pourquoi de l'excision. Supprimer le plaisir aux femmes. Car si elles n'en éprouvent pas, elles seront fidèles, elles n'iront pas voir ailleurs, évidemment. Il s'agit donc bien là d'un outil de contrôle du corps des femmes par la société. Du coup, si on aborde l'excision que par la santé, en expliquant par exemple les dangers lors de l'accouchement, on laisse de côté cette difficulté à connaître le plaisir, qui est un sujet encore tabou dans la plupart des pays de la planète. Et c'est donc aussi parce que la connaissance du fonctionnement sexuel féminin, la connaissance du clitoris est encore incroyablement nouvelle dans nos propres sociétés en Occident, que nous avons voulu consacrer cet atelier au tabou, tout simplement, de la sexualité féminine. Un tabou qui existe encore absolument partout dans le monde et jusque, bien sûr, dans beaucoup de familles françaises. Hein. Il est toujours très difficile d'en parler, je pense. Mais ce tabou commence quand même depuis le début des années 2000, mais surtout depuis une dizaine d'années, à être peu à peu brisé chez nous.
Alors, nous avons donc invité pour vous parler de ce sujet 3 intervenants et nous allons commencer par aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. En Guinée, avec Diarra Touba, qui est une des anciennes présidentes d'Excision Parlons-en, puis avec Yvette Barillot de l'association Femmes Solidaires, qui va nous emmener chez les Afars en Éthiopie et nous dire comment il a été peu à peu possible là-bas de dire non à l'excision, avec le soutien de l'association Femmes Solidaires. Et puis nous reviendrons en France ensuite avec le docteur Pierre Foldès et l'espoir qu'il a permis aux femmes excisées en proposant une reconstruction du clitoris. Mais il nous parlera bien sûr de beaucoup plus que l'excision et des violences. Quant à moi, j'essaierai de terminer sur une note très contemporaine en vous montrant l'incroyable foisonnement actuel de livres sur le clitoris et sur Internet, le foisonnement aussi des comptes Instagram qui libèrent aujourd'hui la parole sur l'accès au plaisir des femmes en France. Bonjour Diaryatou qui vient de nous rejoindre. Nous allons donc commencer par te donner la parole. Alors je vous préviens, je tutoie, je ne vais pas vous voyer parce qu'on se connaît, donc soyons honnêtes. Alors, Diaryatou, tu es né en Guinée. Tu as été excisé vers l'âge de 8 ans, puis marié de force par ta famille à l'âge de 14 ans à un homme qui avait 30 ans de plus que toi. Tu as ensuite quitté la Guinée pour venir en Europe avec lui. Mais c'était un homme violent et tu as réussi à le quitter très difficilement 2 ans plus tard. Et tu as vécu un long et difficile parcours jusqu'à aujourd'hui où, depuis plusieurs années, tu t'es engagé dans la défense des droits des femmes. Et tu vas nous parler de l'excision en Guinée et comment les femmes luttent pour la disparition de cette pratique. J'ajouterai aussi, et je conseillerais à tout le monde de lire le livre qui a été publié il y a un petit moment, peut-être depuis une dizaine d'années, que tu as écrit, qui s'appelle « On m'a volé mon enfance », qui raconte ton parcours, qui est très émouvant. Et voilà, et je dois dire que tu es une femme que j'admire beaucoup, vraiment, par la résilience, par le plaisir de travailler avec toi et de militer à Excision Parlons-en. Donc, je te laisse la parole. Chaque intervenant aura une dizaine de minutes à peu près. D'accord. Bonjour à tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir aussi d'être avec vous. Merci Moira, merci pour la présentation. En effet, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ces sujets-là, c'est moins tabou. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est moins tabou que la lutte ou la sensibilisation, elle est gagnée. Loin de là. Concernant la Guinée, c'est que c'est un sujet qui reste, qui se passe toujours dans les familles, où chacun attend que ce soit l'autre qui arrête, parce que l'honneur, qu'est-ce qu'il dira les autres, c'est toujours ancré dans le Nord. Et même l'État guinéen, ce n'est pas leur souci. Donc, par des moments, on n'a pas soutien d'un État ou d'un gouvernement. C'est difficile de faire avancer ces causes. Maintenant, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, heureusement, des jeunes filles dans ce pays-là qui dénoncent l'excision et qui combattent l'excision. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, elles pédalent un peu dans le vide parce qu'elles n'ont pas vraiment de vrais appuis. Ce qui se passe, c'est que tous les jours, malheureusement, des petites filles continuent d'être excisées en Guinée sous le silence absolu de l'État guinéen. Et en même temps, les associations qui sont sur le terrain, ils continuent des sensibilisations, mais c'est très compliqué. Beaucoup de Guinéennes qui vivent en Occident, notamment en France, elles ont réussi, certaines d'entre elles, de résister, ou en tout cas de ne pas être dans cette sensation de reproduire ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire, elles ont reçu, certaines d'entre elles, de ne pas exciser leur petite fille. Malheureusement, comme on sait tous, quand ils partent en Guinée, parfois ça se passe malgré elles. C'est-à-dire que ça peut être une tante, une cousine qui peut voler la petite fille ou la prendre et la faire exciser. Et ce qui se passe aussi, c'est plus médicalisé. Du coup, les gens, ils ont l'impression, comme c'est médicalisé, on en voit moins, on entend moins, on a l'impression que c'est pratiqué moins. Sauf que c'est encore plus dangereux que quand c'est pratiqué sauvagement, parce que les conséquences, ils restent même. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces sujets-là, mais on sait tous, il n'y a aucune femme que tu prendras en disant qu'est-ce qui s'est passé, ton excision, est-ce que tu as de bons souvenirs? Il n'y en a aucune qui a de bons souvenirs, au contraire. Tout le monde est traumatisé, même celles qui ne se rappellent pas de ce qui s'est passé, plus tard, elles subissent les séquelles. Donc, ce qui se passe en Guinée, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et je pense que ce n'est pas que la Guinée, notamment Somalie, c'est au même niveau.
Mais la Guinée, c'est encore autre chose parce qu'il y a cette espèce de modernité qui commence à rentrer dans le pays. Mais c'est rusé totalement de faire évoluer les mentalités concernant l'excision. Donc, moi, on m'alerte souvent, on me dit, ah oui, aujourd'hui encore, on a excisé telle cousine, on a excisé telle petite sœur, on a excisé telle personne. Alors que moi-même, engagée dans ma propre famille pour lutter contre ça, ça fait très mal au cœur, mais voilà, on en est là. Les chiffres ne baissent pas pour autant, surtout avec le confinement. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des pays sont un peu ont d'autres chats à fouetter, honnêtement. On en parle moins en moins de l'excision, moins en moins des souffrances qui font de petites filles. Donc, je pense pour ça, faire des colloques comme celui-là, d'en parler, de sensibiliser, d'inviter les populations concernées sur ces thématiques, c'est quelque chose de très, très important. Et encourager les ONG qui sont sur place, qui luttent contre l'excision, notamment les clubs des jeunes filles. On connaît tous l'engagement de Hadja Idrissa sur cette question, mais il y en a plein d'autres filles qui sont engagées sur ces thématiques-là. Ça avance tout petit à petit, mais de dire que la lutte, elle est gagnée, c'est loin de là. Merci Diariatou. L'excision est interdite en Guinée. Exactement. Oui, elle est condamnée depuis très longtemps. Enfin, elle est interdite, mais elle n'est pas condamnée. Toute la problématique est là. En fait, je pense que le jour qu'on arrivera à condamner une seule famille, même si moi, je suis quelqu'un plutôt qui prône la pédagogie, la sensibilisation, etc. Mais malheureusement, quand on voit que ça prend du temps, ça ne marche pas. Peut-être la seule chose qui pourrait faire bouger cette question en Guinée, c'est de condamner une ou deux familles quand ils comprendront vraiment qu'ils peuvent aller en prison, ils peuvent payer une amende. Peut-être que ça bougera. Absolument. Et c'est vrai que le poids de la condamnation pénale en France de l'excision dans les années 90 avec maître Linda Velkeriel a été très important. Exactement. Oui. Ce tabou du plaisir chez les femmes de ta famille, tes amies, enfin celles qui sont restées là-bas, je suppose que, comme moi d'ailleurs, c'est un sujet que tu n'as jamais abordé. J'aborde rarement, c'est un tabou aussi pareil, hein, c'est par rapport à l'éducation. Tu vois, quand on excise une personne pour que la personne soit contrôlée sexuellement, pour que même aller pour dire que cette personne, pour qu'elle soit propre, qu'elle soit fidèle à son mari, tu vois, la plaisir sexuel, où ça reste un gros tabou. Et je pense qu'aujourd'hui, ça commence aussi à en parler, et plus part en tout cas de ces familles-là, ils peuvent en parler informellement à la sexualité, mais dès qu'il s'agit d'inciser, qu'il faut en parler d'une manière ouverte, et ben c'est compliqué. Moi, par exemple, je prends des fois dans des groupes de parole de parler du cycle de la femme, tu vois, de parler du monopause pour ramener le sujet de la sexualité, parce que c'est un sujet ultra tabou. Du coup, en fait, il faut lier aussi avec ça par rapport à l'éducation à la sexualité aux petites filles, parce que je pense qu'on les aiderait beaucoup à connaître leur corps, ce qui les fait plaisir, en disant que oui, quand on a été mutilé, on a droit aussi d'avoir plaisir à connaître notre corps. Mais oui, ça reste tout un parcours, tout un reconstruction et une prise de conscience qui n'est pas facile. Et sur quoi se basent les associations de femmes? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment elles font? Elles vont dans les villages? Sur quoi se basent-elles? Est-ce qu'elles parlent plus des dangers lors de l'accouchement, sur l'aspect santé peut-être? Oui, elle parle. En fait, ce qui se passe notamment avec UNICEF, parce que c'est eux qui ont créé des choses avec les communautés en Conakry, en tout cas en Guinée, de ce que je connais. Du coup, ils organisent des groupes de parole. Ils parlent, comme tu dis, un peu sur l'accouchement des femmes. Ils parlent aussi beaucoup comment ne pas tomber enceinte, notamment le cycle de la femme, mais encore des mots détournés. Parce que la sexualité, il reste un sujet très tabou. C'est des gens qui sont très pudiques, mais en même temps qui sont embellés dans certaines coutumes, dans certaines traditions qui n'aident pas la société avancée. Parce que c'est une société patriarcale qui a hérité depuis des générations. Certains refusent, certains rejettent, et parce que la femme, en même temps, elle devient un objet sexuel malgré ce tabou-là, en fait. Parce que tout est fait pour qu'elle fait plaisir, qu'elle séduit, malgré elle. Donc, ouais, c'est un long débat. Est-ce qu'en Guinée, les hommes, est-ce que d'une part, il y a des témoignages je me souviens d'avoir vu, je ne sais plus dans quel pays c'était, un micro-trottoir sur on demandait aux hommes qu'est-ce que vous pensez de l'excision, est-ce que vous accepteriez une femme pas excisée, etc. Est-ce qu'en Guinée, tu as des témoignages d'hommes qui accepteraient que leur femme ne soit pas excisée ou qui éventuellement en lutteraient contre?
Oui, en fait, en France, surtout, j'ai connu 3 messieurs, mais malheureusement, qui ne veulent pas prendre la parole, mais je les pousse souvent de prendre la parole, mais ils soutiennent en off tous les événements qu'on fait par rapport à l'excision, ils sont là, qui ont sorti avec d'autres femmes, en fait, qui n'étaient pas excisées. Et leur prise de conscience était venue là, qu'eux-mêmes, ils souffraient dans cette histoire, en fait, que c'est le plaisir qui est fait, enfin, qui est interdit aux femmes. Et en fait, aussi, c'est une souffrance pour les hommes parce que du coup, ils ont affaire plupart des femmes qui ont du mal pendant les rapports intimes ou qui resettent, en tout cas, ou qui ne donnent rien, puisqu'ils n'ont pas été éduqués comme ça, ils n'ont pas de plaisir, ils ne connaissent pas leur corps. Donc, il y a différentes problématiques à ce niveau-là. Et oui, les hommes, ceux qui comprennent en tout cas, qui ont parti voir ailleurs un peu, une façon de dire, ils adhèrent plus à la lutte. Et je pense que c'est eux aujourd'hui qu'il faudrait pousser, prendre la parole, de dire que c'est des futurs pères, c'est des hommes qui sont capables de marier une femme qui n'est pas excisée, parce qu'il y a aussi une autre lutte là-dedans, c'est de dire que si je n'excise pas ma fille, elle ne sera pas mariée, elle restera sans rien, comme si la femme, quand elle n'est pas mariée, elle ne peut pas exister. Mais c'est la société héritage culturel qui est là depuis longtemps qui fait ça, même si on a des belles choses, mais cette partie-là, c'est très compliqué pour les femmes. Donc, ça serait peut-être une piste à travailler un petit peu plus, dire que finalement, aux hommes, ils ont à y gagner de l'abandon de l'excision. On va passer à Yvette et à l'association Femmes Solidaires. Merci Diriatou, on continuera après. Alors Yvette Barillot, tu es une ancienne architecte et tu es membre du collectif national de l'association Femmes Solidaires. Et depuis 2013, tu es la référente nationale sur la lutte contre les violences faites aux femmes en Éthiopie. Donc depuis 10 ans, 8 ans, tu cherches des partenaires, tu fais des dossiers, tu gères les financements et tu coordonnes et tu mets en place les actions sur le territoire à phare. Donc tu es vraiment devenue la spécialiste, mais tu as aussi des relais en France, une trentaine de comités femmes solidaires qui sont sur l'ensemble du territoire de la France ainsi qu'en Outre-mer, et tu as aussi travaillé en Belgique avec le GAMS. Alors aujourd'hui, on t'a demandé de venir nous parler de ce film Kimbidale que j'ai vu, qui est vraiment un beau film, un documentaire. Kimbidale, ça signifie entière, et ça a été réalisé, ce film, grâce à toi, par Emmanuel Labo pour Femmes Solidaires. Et depuis, tu tournes, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as parlé au moins une 60aine de fois après des projections de ce film dans différents endroits en France. Et donc, ça montre le formidable travail avec les femmes de la communauté Afar. Donc, nous avons un petit teaser pour ce documentaire que je vais demander à la clé de bien vouloir passer, qui dure 2-3 minutes. سكان اليابعي قدي دوما أكيد كوجوسا أنا لينكي كان بوكي يا هايتا القاسيتا يا كو ورساه الدحي محي إنكي ها كان بولي كان بوك مرورس هاينا كايرو هبر هاينا وجو بكاك إنكي هجوسو هاينا كاي وسوك الدي أنا حدوك سيتا تبارو العدي هاينا بودوت هاينا هدينا أنا سلوتي مراي سلوت البياك تكيني كايتو كنيو ماله جيس سنة كل نمو تكو قفطاع الدردم سنان قد بابيني كادو تارقو بيحتما كو قفطاع أنا يو قفتي ميكو قتبه يو قفه ينقد بابيني أقول له وعا إنك عفر ممتعنا ينقد بابينا التنيه أنا أتانك كليتوسي دي حوها عفر سيونكي وهيدي مروتونكي بحرك كوكني. Femme de terre, femme solide, femme qui avance sur du fil de fer. Femme en équilibre, femme libre, femme valide. Des femmes plus faciles à dire qu'à faire. Je sais, le chemin est long, mais le projet est en progression. Ni des faits accomplis, c'est de la régression. J'ai vu des femmes de réforme courir de gauche à droite. J'ai vu des femmes sur le ring volontaires et à droite. J'ai vu des femmes choisir les formules adéquates. Main tendue, communication exacte. Femme excisée, femme excisante. C'est hérétique, femme désirée, femme désirante. C'est véridique.
politique, mes hommes. Pas de compète, pas de ça entre nous, pas de grief. Je parle de l'homme avec un grand F. La vie, la mort, des expériences solitaires. Mais entre les deux, rien ne nous empêche de devenir des femmes solidaires. Merci pour ce petit film qui donne bien le sentiment de la solidarité qui vous anime, Femmes solidaires, entre vous et les femmes Afar. Je te laisse la parole, Yvette, pour nous raconter un peu comment ça s'est passé, cette aventure. Oui. Bien, bonjour. Alors, notre aventure a démarré effectivement en 2005. Femmes solidaires rencontrent donc les femmes Afar d'Éthiopie, à leur demande, je précise, et donc par l'intermédiaire de Aïcha Dabalé, qu'on voit d'ailleurs dans le film, qui est une femme solidaire franco-djiboutienne Afar, très impliquée depuis l'âge de 17 ans dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Alors au départ, les femmes de Dali souhaitaient qu'on les aide pour faire connaître leur combat qu'elles menaient depuis 20 ans. Pas forcément elles voulaient un soutien, voilà, elles voulaient qu'on connaisse leur action. Alors, il faut savoir quand même que dans la région Afar, c'est une des régions où l'excision se pratiquait le plus dans toute l'Éthiopie, puisque 98% des fillettes étaient excisées, ce qui est énorme. Et donc, on ne savait pas trop comment les aider, parce que ce n'était pas des choses qu'on avait l'habitude de faire. Nous, en France, même si on savait que l'excision existait, ce n'était pas dans les mêmes proportions. Mais on ne souhaitait pas non plus inventer une nouvelle campagne contre l'excision, ne maîtrisant pas trop le sujet. Donc, en même temps, on va les aider, on va aider les femmes dans la lutte contre l'excision, mais on va surtout aussi s'intéresser aux mamans. Donc, lors de notre première rencontre en 2005, les femmes ont pris la parole en groupe et elles ont commencé à aborder l'idée du marrainage. Parce qu'elles avaient aussi des difficultés à convaincre les villageois et les villageoises pour lutter contre l'excision. Donc, Femmes solidaires ayant 180 comités répartis sur toute la France, s'est mobilisée sur ce projet. Pas tous les comités, mais enfin une grande partie de comités se sont intéressés. Et donc, on a décidé de faire un marrainage collectif, qui a démarré en 2008, 40 marrainages, 15 € par mois, par famille, avec deux conditions, l'intégrité de la fillette et l'obligation de la scolariser. Alors, il faut savoir que dans cette région Afar, l'excision se pratique chez les petites filles aux alentours de 6-7 ans, à des moments bien précis dans l'année, au moment de constellation. Donc, d'ailleurs, en vue de les protéger, on avait construit en 2011 un refuge pour que les petites puissent effectivement être à l'abri pendant la période des excisions. Donc, ces 15 € par mois et par famille vont être récoltés en France par, évidemment, Femmes solidaires, chaque comité envoyant évidemment sa participation. Et cet argent sera envoyé donc à l'association locale Gamissa, notre partenaire, pour être reversé aux familles. Donc, il y avait deux responsables, on voit très bien aussi dans le petit teaser, Madina et Halima, nos interlocutrices, donc responsables de l'association, qui vont effectuer des suivis réguliers sur l'intégrité des fillettes avec l'aide d'infirmières et de médecins. En 5 ans, 90 fillettes donc, vont être marrainées. Parallèlement, d'autres actions sont menées dans le cadre de l'éradication de l'excision sur le territoire. Alors, nous, on intervenait sur la zone 3, la zone autour de Gawani. Ça n'a pas été les mêmes résultats, on va dire, au niveau de la lutte contre l'excision dans d'autres zones, mais en tout cas sur la zone 3, c'est vrai qu'on a eu des femmes assez exceptionnelles qui se sont vraiment battues contre l'excision. Donc, nous avons travaillé autour de d'autres axes. Il y a eu la formation des exciseuses, parce qu'il faut savoir quand même que exciseuse, c'est aussi un métier. Ça leur amène, souvent, alors elles étaient payées avec des biquettes ou des produits du terroir, mais c'était un métier. Donc, l'idée a germé de leur faire suivre une formation
d'exciseuse en accoucheuse traditionnelle qui a été faite par le docteur Claude-Émile Tourné, gynécologue bénévole. Et puis, il y a eu aussi le Cheikh Mokhtar, qui était l'imam progressiste de Gawani, qui a fait une très grande campagne d'information sur l'application de la loi de 2011 en Éthiopie, parce que la loi est sortie aux alentours de 2011, une loi contre effectivement les mutilations génitales féminines. Toute personne pratiquant ou assistant à l'excision, parents, grands-parents ou la personne qui tenait l'enfant, sont passibles de fortes amendes et de prison. Évidemment, pour les éleveurs qui n'ont que leur bétail comme richesse, c'était hors de question. Donc ça aussi, ça a permis de réduire effectivement l'excision. D'ailleurs, en 2013, donc 5 ans après notre implication avec le marrainage, lors d'une campagne gouvernementale de vaccination, 850 petites filles sur les 7 villages, parce qu'on intervenait sur ça. Au départ, on a démarré par 1 ou 2 villages, et ensuite on intervenait sur 7 villages. Sur ces 7 villages, il y avait 850 petites filles qui n'étaient plus excisées. Ce qui était évidemment une énorme victoire, une grande victoire contre l'excision. Mais à la demande des mamans, le marrainage entraînant des conflits entre familles, parce qu'il y avait des petites filles qui recevaient, des familles qui recevaient 15 €, et d'autres pas. Et donc, on a été obligés, elles nous ont demandé de travailler sur l'autonomie, chose qu'on souhaitait faire, mais c'est vrai que c'était compliqué de travailler sur les deux en même temps. Et là, l'opportunité, évidemment, nous a été donnée de les aider aussi sur l'autonomie. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure d'un petit refuge qui avait été construit à l'époque. Comme il n'avait plus trop d'utilité, il va devenir la Maison des Femmes. D'ailleurs, à la mémoire de Simone Bernier, on l'a inauguré donc, en 2014 lors du tournage du film. Donc, ce bâtiment deviendra évidemment un lieu où on a installé donc, des machines à coudre, on a installé des ateliers d'artisanat, parce que ces femmes ont souhaité depuis longtemps et rêvé de faire leur propre robe. C'était des femmes d'éleveurs. Vous l'avez bien vu dans le film, on voit bien qu'effectivement, elles ne savent faire que l'élevage des animaux. Donc ce lieu va devenir un lieu d'échange, de partage, sensibilisation. On va y dispenser des cours d'alphabétisation, de formation de couture, et une cinquantaine de femmes vont créer des groupes de travail pour avoir une réflexion autour d'activités qu'elles pourraient faire. Donc parallèlement aussi, on a évidemment, on s'est aidé. Alors, par le film, on a souhaité mettre en avant le combat de ces femmes, et aussi pour informer nos amis femmes solidaires qui étaient en France, quand même 10 000 adhérentes, donc il était important qu'on leur ramène ce qui se passait là-bas. Donc on a créé ce film, donc, qui a été réalisé par une jeune réalisatrice femme solidaire, Emmanuelle, et qui, donc ce film a fait un peu le tour de France. D'ailleurs, il a fait le tour de France, et grâce à ça, on a pu trouver des partenaires pour pouvoir aller plus loin dans notre aide au niveau de l'autonomie des femmes. Alors, évidemment, les violences, elles continuaient aussi sur les petites filles, parce qu'après l'école primaire, les fillettes repartent au corvée familiale, dans l'attente d'être mariées à leur cousin qui leur est promis depuis la naissance. Et ces jeunes filles qui vivent en milieu désertique ne peuvent pas se rendre à l'école, au collège, puisque les collèges sont beaucoup trop loin, c'est 2 à 3 heures de marche, voire plus. Donc, elles sont effectivement dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité après, évidemment, l'école primaire. Et en plus, elles sont en danger, évidemment, deuxième violence, le danger de l'absouma, comme on l'appelle en territoire afar, donc le mariage forcé. Donc, grâce à toutes ces actions faites par des comités femmes solidaires, on a eu une aide de l'ambassade de France en Éthiopie, des fondations comme elle qui avaient vu le film, Air France, ont souhaité nous aider pour justement continuer notre action là-bas. Et l'idée nous est venue de créer un pensionnat pour mettre ces jeunes filles. Alors,
pour évidemment qu'elles puissent aller à l'école, mais aussi pour les protéger évidemment des mariages précoces. Donc là, depuis donc 2017, ce pensionnat accueille 30 à 40 jeunes filles et qui donc suivent leur scolarité et sont à l'abri effectivement non seulement de l'excision, mais bon, elles ne sont pas, mais surtout du mariage forcé. Et par contre, comme nous avions toujours en tête de travailler sur l'autonomie financière des femmes, plusieurs projets ont été effectivement montés, notamment le premier qui va être la fabrication d'un moulin à grains pour moudre effectivement le grain, puisque pour les femmes, c'était très important, c'est leur première alimentation. Et puis, elles faisaient des kilomètres pour aller moudre le grain, moudre le teff ou le blé. Donc, on a, grâce à l'aide du Club Soroptimisme de Martinique, Alizé Sud, suite à là aussi à une projection de Kim Bidalé, nous avons donc réalisé ce moulin à grains. Puis ensuite, d'autres projets arrivent, sont en cours. Si je peux te rappeler encore peut-être 1 ou 2 minutes, s'il te plaît. Voilà. Donc, d'autres projets arrivent. Malheureusement, avec la crise sanitaire, on ne peut pas les mettre en place pour l'instant. Ils sont financés, puisqu'on a reçu des subventions du Conseil départemental du 93 et du 94, de collectivités territoriales. Et puis, nous avons aussi donc, un projet de film documentaire pour parler de ces mariages forcés. Et surtout, notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est la pérennité du pensionnat, parce que cette année 2020-2021, évidemment, les jeunes filles ont pu retourner à l'école grâce au soutien de la Fondation Macmillan, mais ce projet, tous les ans, nécessite de trouver des financements et nous espérons vivement que les institutions éthiopiennes s'empareront de ce dossier et pérenniseront ce pensionnat pour permettre là aussi de lutter contre cette autre forme de violence. Une belle réussite en effet et effectivement une belle preuve de solidarité. Il y a déjà plusieurs questions, mais il y en a une que je peux te poser tout de suite, c'est comment est-ce qu'on peut se procurer le film Kim Bidalé? Est-ce qu'il est en DVD? Oui, il est en DVD et il y a possibilité de se le procurer sur le site de Femmes Solidaires. Sur le site de Femmes Solidaires. Donc là, je vais vous donner éventuellement comment dirais-je, là où on peut se le procurer. D'accord. Alors, nous allons passer à l'intervention de Pierre Foldès, qui est un médecin urologue, qui a beaucoup pratiqué l'humanitaire pendant plus de 20 ans, je pense, un médecin du monde. Et c'est en découvrant lors de tes voyages l'excision, l'infibulation. On n'a pas parlé d'infibulation, mais peut-être qu'il faudrait préciser ce que c'est. Tu décides de faire des recherches et c'est là que tu as découvert dans les années, je pense, 90, peut-être début 2000, qu'il n'y avait rien dans les manuels pour apprendre à être médecin sur cette partie de l'anatomie, presque rien sur cette partie de l'anatomie féminine, le clitoris. Donc, ça t'a amené à y réfléchir et à chercher dans la littérature médicale de différents pays, anglophones, etc. Et tu n'as rien trouvé. Donc, tu as fini par réussir à mettre au point une technique de réparation chirurgicale des mutilations féminines. Mais aujourd'hui, c'est sur l'ensemble des violences faites aux femmes que tu travailles. Et tu as fondé en 2014 avec Frédéric Martz Women Safe, l'association qui fait partie de la Clé, institut en santé génésique à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est un endroit où les femmes peuvent se réparer, se reconstruire dans tous les domaines et qui préconise une prise en charge globale des violences faites aux femmes. Parce que, comme tu me le disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'excision, ça va justement avec les mariages forcés, avec des tas d'autres violences. Et je voulais juste citer le livre formidable qui m'avait permis, il y a assez longtemps, je crois que c'était dans les années 2000, de découvrir ton travail, Victoire sur l'excision, écrit donc par Pierre Foldès et le journaliste Hubert Prolongeau. Donc je te laisse la parole pour nous parler de ton travail. Merci Moira, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir à nouveau aborder ce sujet qui est capital. Avec d'abord une première chose, c'est que l'excision, ce n'est pas quelque chose qui est très loin, c'est pas quelque chose qui appartient au passé, il y en a toujours sur notre sol. Il y en a même de plus en plus si on considère qu'on découvre de nouveaux pays
où on ne savait pas que ça pouvait exister, comme l'Indonésie, l'Inde, où on découvre des pratiques qui sont absolument atroces. Et donc, ce n'est pas un problème qui est derrière nous, c'est un problème d'actualité. La deuxième chose, c'est que on touche vraiment, c'est l'introduction que tu as faite, au cœur de ce qu'est une femme. Et quand on découvre ces victimes, surtout de façon multidisciplinaire, comme on essaie de le faire, on s'aperçoit que c'est toute la femme qui est impactée. D'ailleurs, que quand on s'autorise à faire ça à une femme, on va s'autoriser à lui faire à peu près toutes les violences qu'on peut imaginer. Elles sont effectivement le plus souvent mariées de force, victimes de rapports forcés dans leur couple et de plein d'autres choses. Et c'est cette approche multidisciplinaire, surtout pas centrée sur la chirurgie d'ailleurs, qui permet de révéler l'ampleur du problème. D'ailleurs, souvent, dans l'Institut, on reçoit des femmes victimes de toute forme de violence, pas du tout pour l'excision, c'est dans l'interrogatoire complet qu'on va découvrir en fait qu'elles sont excisées, hein, et alors qu'elles ne venaient absolument pas pour ça. Alors, pour préciser déjà, préciser un peu ce qu'est une excision, parce que maintenant, depuis 30 ans, on a quand même une belle expérience. L'excision, c'est quelque chose d'extrêmement variable, hein, ça va répondre à 2 ou 3 questions. C'est quelque chose qui est très variable d'un pays à l'autre, même d'un village à l'autre. Et même si vous prenez 3 petites sœurs qui ont été excisées par la même exciseuse le même jour, le résultat, si on peut dire, sera extrêmement différent parce que l'excision va se poursuivre par une infection et des saignements, et la façon de cicatriser d'une femme à l'autre est extrêmement différente. Et il y a des petites filles qui sont excisées très bébés, et il y a notamment en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui sont excisées même plusieurs fois jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement variable. L'impact sur le plaisir, parce que c'est une question que j'ai vu passer aussi, est extrêmement variable. Parce que le clitoris, et on l'a découvert, c'est incroyable d'ailleurs qu'on ait découvert l'anatomie du clitoris à partir d'un crime. Ça veut dire que vraiment, on ne s'y intéressait pas beaucoup avant. Et c'est une véritable révélation de ce qu'on est, c'est-à-dire que nous, les l'époque, on a déjà complètement éliminé le clitoris de nos connaissances. Donc, l'impact sur le plaisir, il est extrêmement variable. Et on a notamment, je pense à l'Afrique de l'Est, hein, il y a des femmes qui sont complètement infibulées, fermées, et qui ont pourtant une certaine conservation du plaisir clitoridien. Et à l'inverse, en Afrique de l'Ouest, je pense beaucoup à la Guinée, parce qu'en Guinée, sous certaines pressions, les pratiques sont en train de se modifier du fait de la médicalisation. On a des formes dites minimes, où on essaie de minimiser les choses. Et pourtant, même si une annulation. Un problème de son. Comme c'est une vie, c'est un crime vécu comme une pratique. Tu m'entends là? Tu m'entends là mieux? Ça va? Là. Quand tu t'approches de l'ordinateur, oui. J'ai essayé de parler plus fort. Oui. Donc, quand on se permet de faire ça, eh bien, il y a l'aspect post-traumatique. Comme la vie sexuelle par une expérience comme ça, c'est terrible. Et on peut avoir une annulation totale de la sexualité. Oui, donc quand on se permet de faire ça à une petite fille, on peut complètement annuler sa sexualité. C'est pour ça que l'approche multidisciplinaire est absolument essentielle. Même si les femmes viennent pour une chirurgie réparatrice, il faut élargir le sujet, voir quelles sont réellement leurs demandes. Et d'ailleurs, on ne les opère pas forcément du tout, mais on va essayer de prendre en compte tout l'ensemble du traumatisme, toutes leurs demandes qui sont très diverses, et essayer de répondre à tout ça. Ça, c'est très important. Enfin, il y a quelque chose qui a été abordé, je suis assez d'accord. On a parlé de crimes contre l'humanité. Effectivement, les femmes, c'est un peu plus de la moitié de l'humanité, et c'est un véritable crime contre l'humanité. Donc, on n'est pas en train de se battre contre un petit problème, on est en train de se battre contre un événement majeur. Hein. Commencer la vie de femme comme ça et l'imposer à des femmes qui ne l'ont pas voulu, hein, la définition de la violence faite aux femmes, c'est « on m'a fait quelque chose que je n'ai pas voulu ». Hein. Donc, ces femmes, non seulement elles n'ont pas eu la parole, mais elles n'ont pas eu l'expression de ce qu'elles veulent devenir. Et c'est un véritable crime contre l'humanité, il faut le répéter sans arrêt. J'ajoute aussi que l'expérience de leur prise en charge holistique nous a apporté
des choses absolument formidables. Notamment, il y a des groupes de parole où ces femmes, qui sont réparées ou non d'ailleurs, s'expriment. Et ces femmes, en s'exprimant, vont parler à d'autres femmes victimes d'autres types de violences, comme des violences intrafamiliales, par exemple. Et elles vont nous apporter toute l'expérience de leur lutte, de comment elles ont décidé un jour que ça suffisait, il ne fallait pas rester comme ça. Et elles vont apporter à toutes les autres femmes victimes de toutes sortes de formes de violence des armes pour lutter qui sont absolument extraordinaires. Donc, tout ça, c'est du gagnant-gagnant, hein. Rendre la parole à ces femmes nous donne et leur donne de nouvelles armes pour lutter contre ça de façon globale, et on est extrêmement admiratif que ça. En gros, quelles que soient les techniques, ce qu'on peut leur apporter, ce qui est essentiel après avoir rendu la parole, c'est de les laisser être au centre de leur histoire, d'être au centre de leur réparation. Et ce qu'on dit souvent et ce qu'on dit de plus en plus, c'est que c'est les femmes elles-mêmes qui se réparent. On est là juste pour les aider, mais quand elles prennent conscience que ce n'est pas bien pour eux, et je pense beaucoup à Diar Yatou et à ses combats en Guinée, quand elles arrivent à comprendre ça, elles développent des capacités de résilience et de guérison qui nous dépassent totalement. Et je crois qu'il faut, ça c'est un des messages les plus importants, leur rendre ce rôle central. Nous, on n'est là que pour les aider. Je voulais commencer par ça. Bien sûr, et c'est formidable. Et je voulais te poser quand même cette question, puisque l'atelier est sur le plaisir, autour du plaisir. Est-ce qu'il y aura une statistique, une proportion des femmes que tu aurais réparées dans ces nombreuses années? Quelle est la proportion de celles qui disent je découvre des sensations que je n'avais pas connues avant, etc. Alors, je dirais la plupart. Alors d'abord, le fait d'avoir, par rapport au tout début de l'expérience, introduit la prise en charge multidisciplinaire complète, a complètement changé les suites. C'est-à-dire que théoriquement, la chirurgie répare puisque les nerfs sont intacts, mais quand vous prenez 100 femmes non excisées, ce ne sont pas 100 femmes clitoridiennes de façon évidente, et on ne peut pas faire mieux que la nature normale, si vous voulez. Donc la réparation et la reconstitution de sexualité, c'est beaucoup plus que de la chirurgie. C'est-à-dire que la chirurgie, théoriquement, elle marche à peu près toujours, le taux de complication est assez faible, mais après, c'est à elles-mêmes de se réapproprier leur corps, et il faut, dans cette prise en charge thérapeutique, prendre en charge le post-traumatique, tout l'aspect psychologique, les autres blessures, et le faire avec beaucoup d'interactions de long terme. Et surtout, je me répète à nouveau, les remettre au centre. Quand elles se remettent au centre, qu'elles comprennent les choses, ça va beaucoup plus loin, et effectivement, on a des taux de succès à ce moment-là, mais c'est leur succès, ce n'est pas le nôtre, hein, qui dépasse 9 sur 10 en tout cas, hein. Mais encore une fois, il ne faut pas voir, on n'est pas là pour ajouter un bouton qui va marcher, on est là pour aider à le remettre sur une piste dont elles sont le principal acteur. Et quand elles ont compris qu'elles sont acteurs de leur avenir et de leur reconstruction, et ben là, ça marche beaucoup mieux, ce qui est extrêmement rassurant. Effectivement. Et on sait que le principal organe sexuel, c'est le cerveau aussi. Donc, voilà. Aider à se reconstruire dans tous les sens peut aider à avoir une vie sexuelle plus épanouie. Alors, je vais me permettre d'intervenir un petit peu sur donc le plaisir et le clitoris dans notre pays, la France et les pays occidentaux, parce qu'on a l'impression que ce tabou du plaisir féminin commence à disparaître, même si dans les familles, je ne suis pas sûre qu'on en parle beaucoup plus facilement qu'avant. Et j'aimerais bien remonter aux années 70 et au féminisme des années 70. Parce que si certains d'entre vous se souviennent peut-être d'ateliers aux États-Unis, en tout cas, où on se regardait soi-même avec un miroir pour comprendre comment on était faite. Il y a eu aussi des choses comme le rapport Haidt, qui était un énorme bouquin qui avait interrogé des centaines de femmes sur leur sexualité et qui a vraiment fait l'effet d'une bombe dans les années 70. On découvrait des tas de choses dont on ne parlait pas avant. Mais ce qui me semble maintenant, c'est que c'est le clitoris qui est à la mode. C'est un petit peu, pas si petit que ça d'ailleurs, dont on a compris que très récemment, le pouvoir
le pouvoir incroyable, et que ce pouvoir remet quand même totalement en question ce qu'on disait avant, qu'il y avait les femmes clitoridiennes, les femmes vaginales, etc. Maintenant, quand on regarde comment le clitoris est fait, et il y a un site dont je vous parlerai qui permet de bien tout savoir, on voit bien que le clitoris entoure un peu le vagin. Donc ce plaisir, il vient vraiment du clitoris. Et une récente enquête de l'IFOP sur la sexualité des Françaises, qu'est-ce qu'on découvre dans cette enquête? Une femme sur 4 n'a pas joui lors de son dernier rapport. 2 femmes sur 3 simulent. Seulement 20 à 30% d'entre elles peuvent avoir des orgasmes par stimulation vaginale uniquement. Donc ça fait quand même 70% qui ne l'ont pas. Et qu'une sur 2 souhaite pratiquer d'autres gestes que la simple pénétration. Donc toute la place est donnée au clitoris, on peut dire. Ce petit bout que la pièce Les monologues du vagin, dont j'espère que vous l'avez vu, d'Evansler, expliquait ainsi. Le clitoris, ce n'est qu'une simple boule de nerfs, 8000 terminaisons nerveuses pour être tout à fait précise. C'est la plus forte concentration qu'on puisse trouver dans tout l'organisme, plus que le bout des doigts, plus que les lèvres, plus que la langue, et 2 fois plus, je dis bien 2 fois plus que le pénis. Alors je vous le demande, qui voudrait d'un fusil à coups quand on a en sa possession une mitraillette? Ça, c'était l'humour de Evansler. Mais ça explique sans doute que si on tape clitoris sur Google, on soit très surpris aujourd'hui par l'avalanche littéralement de résultats. Il y a des livres, alors je peux vous citer plusieurs titres de livres et ce n'est pas tous les livres que j'ai pu trouver. Le livre très sérieux du clitoris, La revanche du clitoris, Politique du clitoris, Entre mes lèvres, mon clitoris, Le clitoris, c'est la vie, La fabuleuse histoire du clitoris, etc., 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 et j'en passe. Mais il y a aussi des articles comme ceux de Maya Mazoret dans Le Monde, ou les articles dans les journaux féminins. Maya Mazoret, vous pouvez l'entendre aussi sur France Inter, sur la sexualité, les journaux pour les adolescentes, mais surtout à l'heure des réseaux sociaux et d'Instagram, il y a de très nombreux sites et comptes qui sont apparus ces dernières années et ils ont un succès foudroyant, des milliers de personnes qui les regardent. Le site de Julia Pietri, par exemple, qui a fondé le compte qui s'appelle Gang du Clito en septembre 2018. Elle a 34 000 abonnés. Elle souhaite libérer la parole autour de la masturbation féminine et elle a d'ailleurs écrit un petit guide de la masturbation féminine qui regroupe plus de 6 000 témoignages de femmes. Ou encore le compte Tajoui qui a 355 000 abonnés. C'est un compte féministe qui cartonne vraiment depuis sa création par Dora Muto et elle ose aborder la jouissance, un sujet encore quand même très tabou, mais de manière légère et populaire qui veut démystifier le plaisir et la jouissance féminine. Il y a aussi Je m'en bats le clito, créé en 2018 par Camille, une jeune femme de 22 ans, pour éduquer les hommes et les femmes à la sexualité et qui a 177 000 abonnés. C'est vraiment une influenceuse qui veut briser les tabous autour de la sexualité féminine et qui dit qu'il n'y a plus de honte ni de tabou à avoir et il faut que les femmes puissent parler et dire tout haut ce qu'elles pensent tout bas. Alors plus informatif, vous avez le site dont je vous parlais qui s'appelle Clit Info, qui est créé par Odile Fillot, sur lequel vous verrez des dessins du clitoris et il permet même d'imprimer un modèle en 3D si vous le souhaitez. Mais je vais m'arrêter là et je vais vous laisser poursuivre la recherche vous-même. Alors, que penser de tout ça, de cette évolution? Et comment savoir comment toutes ces informations transforment vraiment la pratique des jeunes générations actuelles? C'est difficile de le savoir, sinon par les enquêtes dans les médias, les articles, etc. Mais en s'y plongeant, il me semble qu'on peut difficilement éviter de penser que nous vivons une époque de grande transformation sur le sujet. Alors, est-ce que ça reste en surface? C'est à voir. Si on consulte, par exemple, le site de rencontres américain qui s'appelle OkCupid, et on voit qu'il reflète désormais tout le spectre des possibles dans la sexualité, puisque la case orientation sexuelle offre 12 options, dont hétéro-flexible, en questionnement, pansexuel, attiré par la personnalité, peu importe le sexe ou le genre, et enfin sapiosexuel, que j'ai découvert et qui veut dire qu'on est excité par l'intelligence. Bref, c'est un foisonnement de sites, de découvertes
on va voir ce que ça va donner. On va voir si vraiment ça va changer la vie des jeunes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette fameuse liberté sexuelle qui était tellement demandée dans les années 68 et 70, eh ben, qu'elle a peut-être finalement été trouvée dans cette mise en valeur de notre petit clitoris. Alors, il y a quelques questions. Je n'en vois pas de nouvelles, que j'ai notées. Quelqu'un nous demande de citer le film, extraordinaire film qui date d'il y a plusieurs années, qui s'appelait Mouladé, M-O-O-L-A-D-E, Mouladé, de Samben Ousmane, un grand réalisateur africain, et qui racontait comment des femmes d'un village, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique de l'Ouest, décidait de refuser, une femme décidait de refuser de l'excision pour sa fille, et petit à petit, elle convainquait toutes les autres femmes, puis les hommes du village. Et c'était un magnifique film que je vous conseille de retrouver. Alors, une autre question plus pratique, c'était à quel âge se pratique l'excision? Donc, qui est-ce qui veut répondre dans les différents pays? Oui, j'avais déjà répondu par écrit. En fait, il y a des pays où c'est tout bébé, hein, les premières semaines. C'est pas beaucoup de pays d'ailleurs, mais il y en a un certain nombre. La majorité, à peu près 60%, c'est entre 2 et 6 ans, mais il y a d'autres pays, notamment comme la Côte d'Ivoire, où ça peut se produire extrêmement tard, notamment en Indonésie aussi, jusqu'à 18-20 ans. Mais la majorité, c'est 2 à 6 ans, avec une bonne partie, un tiers qui est tout bébé. Avec d'ailleurs une grande différence dans l'impact psychologique, effectivement, d'un âge à l'autre. Voilà pour les âges, en tout cas. Oui, bien sûr. Et je ne sais pas si derrière tout, tu veux évoquer les souvenirs ou parler de ce que tu as entendu chez les jeunes filles. On peut imaginer qu'un nourrisson n'aura peut-être pas de souvenirs, alors qu'une fille de 6, 7, 8 ans ou plus a été complètement traumatisée. Oui, complètement. Comme il disait, c'est exactement ça. Tout dépend du pays, tout dépend des familles, tout dépend de l'âge. Même selon les sœurs, ils n'ont pas forcément le même âge. Il n'y a pas un âge défini dans l'excision. Donc, moi, par exemple, mes sœurs, il y en a qui sont excisées à l'âge de 5 ans, d'autres à l'âge de 8 ans, d'autres à l'âge de 12 ans. Donc, vraiment, ça dépend quand et comment c'est fait, quoi. Et oui, le traumatisme de ces jeunes femmes-là, c'est qu'elles sont toutes, selon ce qu'elles s'étaient fait, elles ont toutes des souvenirs, en tout cas à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, voire plus, elles ont des souvenirs traumatisants. Donc, voilà, parfois c'est fait avec des couteaux, parfois c'est fait avec des lames, parfois c'est fait avec l'anesthésie. Donc là encore, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Si c'est les villages, par exemple en Guinée, comme Pierre il nous disait tout à l'heure, parfois il y a de l'infibulation dans ces villages où les femmes subissent le type 3 de l'excision, voire type 4, le plus hard parmi les pratiques de l'excision. Et d'autres, c'est le type 2 qui est plus courant en Guinée-Conakry, c'est qu'on enlève le clitoris et les petites lèvres. Donc là encore, pareil, ça dépend. Si c'est anesthésie, si c'est bébé, ils ne se rappellent pas. C'est plus tard, ils vont subir les conséquences. Et d'autres, ils vont... celles qui se rappellent, ça va être de problématiques de souvenir de ça, c'est-à-dire que de souvenir cette brutarité qu'elles ont subie quand ils ont tenu le pied et les mains, et d'autres, c'est pendant les rapports intimes, ça va revenir. En tout cas, c'est quelque chose qui les poursuit toute leur vie, en fait, la majorité des femmes. Et il y en a certaines qui vont essayer de défendre parce que c'est pour montrer la bonne face, en disant ne pas trahir les traditions et les coutumes qu'ils ont reçues, l'héritage culturel et traditionnel, et aussi pour ne pas montrer à l'extérieur ce qui fait mal. Mais la plupart d'entre elles, quand même, il y a une prise de conscience. Comme ils sont venus ici, ils ont cohésité et puis ils ont aussi compris en fait qu'elles sont victimes de quelque chose qui ne devait pas être victime, qui ne devait même pas exister. Et voilà, il y en a certains aussi qui sont emballés là-dedans, comme tu as rappelé dès le début, ça n'a rien à voir avec les religions. Aucune religion n'a défendu ça, mais il y en a d'autres qui vont trouver le moyen de le justifier autrement. Et quand moi, parfois, ça m'arrive d'expliquer que non, ça date depuis l'époque des pharaons, les femmes, elles étaient excisées à l'époque où il n'y avait pas de religion. Du coup, ça calme tout de suite. Donc, on voit bien tous ces sujets-là, c'est des sujets pas faciles à aborder et que oui, le traumatisme, ça dépend où et comment on l'a vécu. Bien sûr. Et quand je parlais pour excision par l'encens, je me souviens d'avoir évoqué le fait que c'est une violence
ce traumatisme, il est aussi psychologique. Quand on voit sa maman, sa tante, sa grand-mère qui va vous faire un tel mal, c'est pas un inconnu, c'est vraiment les gens en qui on a confiance. Donc, ça ajoute sans doute énormément. Vous voulez, Yvette, rajouter quelque chose ou Pierre? Je voulais rajouter, depuis qu'on s'occupe de post-traumatique, on a constaté que même pour les tout bébés, les petites filles excisées très jeunes, ont retrouvé des séquelles post-traumatiques qui vont se révéler après. Et il ne faut pas se dire, bah, puisque je fais bébé, il n'y aura pas de conséquences. Il y a toujours des conséquences et il peut y en avoir des très graves, même quand c'est fait aux premiers âges de la vie, malheureusement. Oui, oui. Alors, il y avait une question au début, c'était comment juguler les effets de la crise sanitaire dans tous les pays sur l'excision. Comment, enfin, Diriatou en a un petit peu parlé au début sur le fait que les filles sont un peu plus cloîtrées à la maison, vont moins à l'école. Oui, c'est là, les Covid, les crises sanitaires, elles n'aident pas du tout, au contraire, parce que du coup, il y a moins de l'école, ça veut dire que ces petites filles ne vont pas aller à l'école. Et du coup, qui dit pas l'école, pas d'espace de réflexion, pas d'espace d'éducation en tout cas. Et du coup, les parents, ils sont souvent tentés à se débarrasser vite. C'est là où il y a les mariages précoces qui peuvent arriver, ou voir le mariage forcé, où l'excision va être encore plus pratiquée parce que du coup, il n'y a pas de contrôle. Chacun est concentré ailleurs et pendant ce temps-là, les familles continuent de pratiquer ce qu'elles pensent de plus juste pour eux, malgré qu'on sait que c'est quelque chose de pas normal, de pas juste, mais c'est pour ça qu'il faut marteler, il faut continuer la sensibilisation, la pédagogie et rappeler ces détails-là, leur engagement sur ces questions en fait, pour qu'ils ne baissent pas le bras sur ces questions de l'excision et tout. Bien sûr. Alors, une dernière question, on n'a plus que 3 minutes. Est-ce que en France, la PMI protège les petites filles, puisque l'excision est interdite, donc elles ne sont pas excisées petites. Mais voilà, est-ce que c'est après, elles sont plus, elles ne vont plus, elles sont plus surveillées obligatoirement par un médecin. Beaucoup de médecins d'ailleurs refusent de surveiller si elles ont été excisées ou pas. Donc, à partir de quel moment les petites filles en France, nées en France, peuvent être vraiment en danger? À partir de l'âge de 7 ans, moi, je dirais. Après la PMI. Ouais. Le dernier vaccin à la PMI, c'est à l'âge de 6 ans. Après, oui, il faut toujours être vigilant, mais je dirais que ceux qui fréquentent, en tout cas, la PMI, elle aide beaucoup parce qu'elle rappelle que c'est interdit, elle contrôle les petites filles, elles font échange avec les mamans. Moi, les femmes que je rencontre, elles disent souvent, voilà, ça part de l'âge de 7 ans, elles savent que si elles partent en Afrique, si elles reviennent, il y a moins de contrôle. Mais c'est là où je l'ai dit que non, malgré qu'il n'y a pas de contrôle, il ne faut pas le faire parce que vous pouvez risquer la prison. Et d'autres aussi, ce qu'ils font peur, c'est la prison. Donc, d'où la condamnation qu'il y a eu en France a aidé quand même dans la sensibilisation et dans la lutte contre l'excision. Maintenant, voilà. Moi, à mon niveau, en tout cas, de ce que j'ai comme retour par rapport aux femmes qui sont tentées à un moment donné d'amener les enfants au pays. Je voulais juste... Oui, Yvette? Oui, juste pour répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure concernant la possibilité de se fournir le DVD Kimbi Dalé. Oui. Donc, c'est sur l'adresse mail de Femmes Solidaires. Donc, c'est femmes.solidaires, tout ça au pluriel attaché, @wanadoo.fr. Je voulais le mettre sur la conversation, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal, je ne trouve pas l'astuce. Bon, et si vous tapez Femmes Solidaires, vous trouverez aussi... Oui, je pense que voilà. femmes.solidaires@wanadoo.fr. Et c'est pareil pour Mouladé, je pense qu'il faut taper sur Google comment est-ce qu'éventuellement on peut le visionner. Je crois que nous arrivons vraiment à 59, donc notre heure est terminée. Donc je voulais vous remercier, vous les intervenants, j'étais ravie de faire ça avec vous, et remercier toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de nous écouter. J'espère qu'elles seront en plus très nombreuses ensuite sur la chaîne YouTube plus tard, et en tout cas sur Facebook en replay. Donc je vous dis au revoir, merci et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.